Alors, on va recommencer. Alors, je me permets, si vous, puisque c'était un peu le principe du débat, qui est un échange entre moi et Marcel Conche, je vais me permettre de poser à Marcel Conche 3 premières questions, et après, on vous laissera la parole. Je serai relativement bref, parce que je sais aussi être très bavard, donc je m'efforcerai de ne pas l'être. Alors, la première question, moi, qui m'interpelle, la question qu'on trouve chez Marcel Conche, et qui m'interpelle un peu, ce n'est pas qu'il distingue, par exemple, des notions comme la notion de monde, d'univers, distinguer de celle de nature. Je trouve ça, au contraire, très pertinent, personnellement. Mais ce que je ne comprends pas, parce que je l'ai lu depuis très longtemps, je me souviens d'un article de lui paru dans la revue Raison Présente, où il développait un peu ces thèmes, et donc d'une époque où il était très proche du matérialisme. Bon. Or, quand on pense nature, on pense aujourd'hui, surtout à la lumière de la théorie de l'évolution de Darwin, on pense nature matérielle. Bon. Ce que je voudrais savoir, c'est la raison pour laquelle, alors indépendamment des conséquences que ça peut entraîner, ce que ça peut en entraîner, mais au niveau de l'idée elle-même, pourquoi est-ce que cette nature, Marcel Conche, ne la définit-il pas comme matérielle, puisque désormais on sait qu'il y a une nature qui nous a précédés, dont nous sommes issus, c'est à peu près ce qu'il dit aussi à sa manière, en partant de la physis grecque. Mais moi, je pars de l'idée que dès lors que l'on considère que l'homme est un produit de la nature, et ce n'est pas une option métaphysique, c'est une thèse sur l'homme, anthropologique, que je tire, moi, de la science, parce que je philosophe, alors là, contrairement à Marcel, disons, avec la science, et pas simplement sur les au-dessus ou indépendamment de la science. Donc dès lors qu'on admet que l'homme est un produit de la nature, ça nous le savons, c'est absolument certain, d'un savoir certain apolitiquement, la conséquence logique immédiate, c'est que l'homme est une forme de la nature, puisqu'il n'est qu'un produit de celle-ci. Sauf à imaginer qu'entre le moment où la nature préhumaine était là et où l'homme est apparu, il y a eu un miracle qui s'est produit. Bon, il n'y a pas eu de miracle, puisque de toute façon, Marcel Conche aussi réfute la notion de Dieu. Alors, donc pourquoi récuser cette matérialité de la nature? Alors, dans un ouvrage que vous trouverez là, parce que j'en ai apporté quelques-uns, qui s'intitule Avec Marcel Conche, c'est un livre d'hommage que j'ai coordonné, où vous trouverez toute une série d'articles sur lui, qui sont autant de portes d'entrée sur son œuvre, c'est assez complet, plus ce qui se passe chez Marcel Conche dans sa vie d'écrivain et dans sa vie amoureuse. Mais ce n'est pas au centre de notre débat de ce soir. Mais ça serait aussi un autre débat, à mon avis, passionnant. Alors, il présente, vous voyez, dans cet ouvrage-là, il y a un article donc, de la revue Raison Présente, il résume parfaitement, de manière très simple et très pédagogique, sa position. Et à un moment donné, il dit quelque chose que je n'avais pas remarqué la première lecture et qui m'a interpellé. On peut dire que l'homme est une partie de la nature, on ne peut pas dire qu'il est une partie de la matière. Alors effectivement, dire que l'homme est une partie de la matière, c'est un peu gênant, je suis d'accord avec vous. Avec lui, en l'occurrence. Alors que dire qu'il est une partie de la nature, ça n'est pas. Mais il suffit à ce moment-là de reprendre le mot nature, parce que la nature, bien entendu, moi je suis naturaliste à ma manière. Marx était naturaliste, je réclame aussi de Marx, mais pas seulement de Marx. On dira simplement que l'homme est une partie de la nature matérielle. Et cet homme qui est une partie de la nature matérielle a pour particularité extraordinaire, mais pas miraculeuse, de penser cette nature. Vous voyez ? Et il se trouve que quand l'homme pense la nature, d'un point de vue matérialiste, c'est la nature matérielle qui se pense elle-même à travers l'homme. Alors, ça sera ma première question. Deuxième question, c'est une question... Alors, je laisse de côté la question de la liberté, parce que quand on est matérialiste comme moi, il s'ensuit qu'on est déterministe. Alors là, j'aurai un point de désaccord avec Marcel sur la question du déterminisme aujourd'hui dans les sciences. À mon avis, c'est, disons, un peu plus compliqué que cela. Bon, bref, on ne va pas développer ça dans le détail. Mais quand on est matérialiste, on ne peut pas admettre l'idée d'une liberté métaphysique, qui se situe dans un ordre surnaturel. Or, Marcel Conche dit très bien, d'une manière remarquable, parce qu'il est très rigoureux et très précis dans l'expression de ses positions, qu'avec l'homme et avec la liberté, il y a quelque chose qui dépasse la nature, qui arrive dans la nature. Or, moi, je pense que la nature est toujours là. Et qu'elle triomphera définitivement, d'ailleurs, avec la mort. Parce que c'est la mort, c'est la nature qui nous fait mourir. Et la mort est le signe de la victoire définitive du déterminisme naturel sur nous. Ça, c'est la première question.
Deuxième question, c'est par rapport à la... Alors là, c'est une grande question. Vous savez, on pourrait avoir tout un débat qui durerait des heures. Et c'est une question qui rebondit avec son dernier livre que je vous conseille, qui est paru chez Encre Marine, qui s'appelle La Liberté, qui est un livre étonnant, de fraîcheur. Alors, vous l'avez déjà constaté tout à l'heure, c'est un homme très frais, malgré son âge. Hein. Mais alors, il déroule, vous voyez, sa conception de la liberté comme un absolu. Donc, en fait, il y a deux absolus. Il y a la nature, enfin, il y a la morale, mais il y a aussi le troisième. Hein, mais la nature, à sa manière, c'est un absolu, parce que c'est un point de départ, bon, quelle est la totalité du réel. Mais il y a aussi la liberté de l'homme, qui est un absolu. Bon. Et alors, dans le cadre de cette affirmation radicale, totale, hein, de cette liberté, alors vous verrez qu'il distingue libre arbitre et liberté, d'ailleurs, hein, dont la liberté dont vous parlez, c'est le libre arbitre. Ce n'est pas la liberté. L'idée que chacun d'entre nous, à chaque instant, a une possibilité de choisir entre les possibles sans être prédéterminé à tel ou tel choix. C'est ça, la liberté métaphysique, mais en même temps naturelle, hein, que Marcel Conche confère à l'homme. Alors, le problème qui se pose pour moi, c'est le problème de savoir si cette liberté intervient en philosophie dans l'adhésion à telle ou telle conception du monde. Or, c'est ce que dit Marcel. Et dans son dernier livre, il dit très justement, parce qu'il y a un déplacement de sa réflexion, vous voyez, de la nature vers la liberté, et c'est chacun d'entre nous, chaque philosophe, il l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, à sa manière, qui va, en quelque sorte, librement décider d'une vision du monde qui est métaphysique. Or, comment concilier cette idée de décision avec l'idée de vérité, qui est avec l'idée de vérité, qui est consubstantielle à la visée philosophique. La philosophie, c'est une visée de savoir. Et il l'a très bien rappelé tout à l'heure, tout au long de l'histoire de la philosophie, chaque grand philosophe, contrairement à ce qu'on enseigne parfois dans les lycées, a prétendu apporter un savoir comparable au savoir scientifique, et ce savoir était exclusif des autres savoirs que les autres philosophes prétendaient apporter eux aussi. Hein, donc on ne peut pas être à la fois platonicien, aristotélicien, cartésien, spinoziste, c'est pas possible. Hein. Alors, ce n'est pas qu'il faille choisir, c'est qu'il faille considérer quel est, de ces différents systèmes, celui qui est le plus vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce que la liberté vient faire dans ce rapport à la vérité? Est-ce que ce qui ne caractérise pas la vérité, c'est d'une part qu'elle exerce une contrainte sur nous? Elle nous contraint. Hein, on n'est pas contraint par une opinion, par une croyance, on est contraint par une vérité dès lors qu'elle est démontrée. Alors il me dira qu'il n'y a pas de démonstration, c'est possible, hein, mais primo, et j'en profite pour vous dire que quelqu'un comme Habermas disait d'une manière remarquable que la contrainte exercée sur l'esprit par la vérité est la seule contrainte qui ne soit pas aliénante. Vous voyez, c'est celle par laquelle nous nous affirmons nous-mêmes comme êtres pensants et nous nous réalisons comme êtres rationnels. Et deuxièmement, que devient du même coup l'unicité de la vérité? Parce que Marcel a tout à fait raison de souligner qu'il y a des philosophies, des métaphysiques, mais ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Au maximum, il y en a l'une d'entre elles qui est vraie, peut-être qu'aucune d'entre elles ne l'est, et on retrouverait à ce moment-là, vous voyez, cette idée d'interprétation du monde que vous trouvez chez quelqu'un comme Karl Marx, que Marcel Conche connaît très bien, et vous connaissez sans doute la 11e thèse de Feuerbach de Marx, où Marx disait « les philosophes, pas certains, hein, les philosophes ont interprété le monde de différentes manières, il s'agit désormais de le transformer, il y a un mot qui manque pour que la phrase soit compréhensible, il s'agit désormais de l'expliquer. Et j'ajoute éventuellement de le penser à partir de cette explication. Mais s'il y a des métaphysiques, ça veut dire qu'il y a des interprétations, mais pas des systèmes susceptibles, chacun d'entre eux, de prétendre à la vérité. Et enfin, un troisième point, ça fait 3 questions, c'est sur les religions. Alors, on commence par ces deux et j'ajoute une troisième, hein, qui me pas laquelle. Tout à fait. C'est-à-dire la première question, tu m'as demandé pourquoi je préférais nature à matière, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que moi je n'ai pas de faible pour les idéalistes. Or, la notion de matière a été élaborée par les platoniciens, c'est-à-dire par Aristote qui a montré que matière se pensait par opposition à forme. Parce que si on se place du côté des prétendus matérialistes, en réalité,
il parle fort peu de la matière. Ce sont en réalité, les épicuriens et les stoïciens sont plutôt des corporalistes. Mais enfin, bon, inutile malgré tout de chercher des querelles de mots. En ce qui me concerne, je ne crois pas que la notion de matière soit suffisante pour soutenir tous les enjeux métaphysiques. D'abord, c'est une notion qui est sans doute valable plus ou moins au niveau macroscopique, au niveau du monde tel qu'il s'offre à nous, bien qu'en réalité nous ayons l'expérience plutôt de la nature que de la matière. Par exemple, j'ai rencontré un paysan, je lui ai dit, la couleuvre a encore mangé des grenouilles. Elle me dit, c'est la nature. C'est la nature. Il ne dira pas, c'est la matière. La notion de nature, c'est une notion que nous employons couramment et nous ne la confondons pas avec la notion de monde, d'univers, etc. Qu'est-ce que nous entendons par là? Nous entendons cette force sous-jacente qui est le principe qui fait qu'il y a tout ce qu'on voit au monde, qui sont des résultats de cette force, de cette énergie. Et justement, la nature, telle que me la représente d'après Anaximandre et aussi d'après Spinoza, c'est quand même une énergie. D'ailleurs, dans la phrase d'Héraclite que j'ai citée, il dit « Ce monde est un feu toujours vivant, pur Eizone ». Or, Heisenberg a dit que cette phrase était toujours valable, qu'il suffisait de remplacer feu par énergie. Parce que toutes choses sont le produit de l'énergie, y compris le moindre des corpuscules. Or, au niveau des corpuscules infraatomiques, la notion de matière disparaît complètement. On n'a plus pratiquement que des équations. Et en revanche, la notion d'énergie se maintient. Donc la notion d'énergie, qui pour moi est l'essence même de la nature, comme énergie créatrice, comme Bergson en parle dans son évolution créatrice, eh bien, cette notion me paraît beaucoup plus universelle, substantielle, beaucoup moins limitée et restreinte que la notion de matière. Et moi, j'avoue, je n'ai pas l'expérience de la matière. Si j'étais sculpteur, j'aurais la matière, oui, avec laquelle je pourrais produire des bronzes, des plâtres, etc. Mais n'étant pas sculpteur, je ne vois pas bien quelle expérience j'ai de la matière, alors que j'ai une expérience constante de la nature. Pas seulement lorsque je me promène à la campagne, mais enfin, tout de même, lorsque je me promène dans la forêt, j'ai bien affaire à la nature et à sa diversité, à sa créativité, à sa complexité, etc. Voilà. Mais moi je comprends très bien qu'on préfère la notion qu'on préfère être matérialiste. Ce que je ne vois pas bien qu'il y ait un intérêt pour les matérialistes à préférer la notion de matière, sinon que, d'après le mot même matérialiste, évidemment, c'est le mot qui s'impose, quoi. Ensuite, tu m'as parlé sur la liberté. Par rapport à la vérité. La liberté, oui. Alors, écoutez, la liberté par rapport à la vérité, rien de plus clair. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Non, mais soyons sérieux. Allez. Cette carafe est sur la table. C'est un jugement vrai, ou exa, si vous préférez. Bon. Est-ce
que ce jugement serait possible si je n'étais pas libre à l'égard de toute causalité biologique, psychologique ou autre. Parce que si mon jugement était le produit d'une causalité quelconque, alors je serais comme un perroquet à qui on a appris de dire « la carafe est sur la table ». Ça serait pareil. Et donc, l'ouverture à la vérité n'est possible que par la liberté. Et cette liberté, c'est une liberté universelle, encore abstraite, qui se trouve déjà chez l'enfant. Parce qu'un enfant est parfaitement capable de dire c'est un chat, c'est un chien, etc. Donc il prononce des jugements vrais. Et cela n'est possible que parce que c'est un être libre et pas une machine, un animal machine ou rien de semblable. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment ceux qui ne partagent pas mon argument, comment ils ne parviennent pas à saisir mon argument. Ça m'échappe complètement. Alors, simplement, merci Marcel de tes deux réponses, parce que je les avais anticipées, voyez, mais je voulais les entendre, et l'entendre, les formuler devant vous, si vous voulez. Hein. Mais je n'y répondrai pas, si vous voulez, hein, parce que j'ai envie qu'ils me répondent, par contre, peut-être, sur une troisième question, qui a un enjeu pratique cette fois-ci, et qui fait que, à l'avoir entendu, et l'avoir entendu aussi critiquer un compte-rendu de Comte-Sponville sur l'un de tes livres, je crois que j'ai commis peut-être une petite imprécision, ou incorrection dans ma présentation, parce que je l'ai présenté comme quelqu'un qui est hostile aux religions. Alors, je vais quand même faire une confidence, hein, c'est que je connais Marcel depuis longtemps, on est devenus amis, et quand on parle ensemble, non pas quand il fait un exposé de philosophie devant vous, mais quand on parle ensemble, on exprime des positions pratiques par rapport au réel, manifestement, Marcel n'aime pas trop les religieux. Hein, et il n'aime pas trop non plus les religions, bon, me semble-t-il. Bon. Disons les curés et les chrétiens. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais je le dis dans le langage un petit peu, vous voyez, familier, qu'on peut avoir quand on a des positions, ce qui n'implique pas du tout, ce qui n'exclut pas du tout, excusez-moi, le respect pratique à l'égard de toutes les croyances et tous les comportements. Hein. Moi, je brûlerais mes yeux, s'il le fallait, hein, pour permettre à un croyant d'être un croyant dès lors qu'il respecte l'ordre public. Mais simplement sur ce refus de te prononcer alors, explicitement, par rapport aux religions, que je retrouve aussi, j'en profite pour vous le dire, chez André Comte-Sponville, qui est un athée, qui se réclame d'un spiritualisme athée, mais qui, dans l'un de ses livres sur l'athéisme, est très très tolérant à l'égard des religions. Alors lui, explicitement, Marcel Conche n'a pas ces formulations dans ses écrits. Il y a quand même, alors on va laisser de côté la question de l'origine des religions, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, pour dire, avec Marx citant Feuerbach, hein, ce n'est pas la religion qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la religion. Hein, et que les différentes religions, la religion est un phénomène anthropologique, si vous voulez, qui répond à de multiples causes que l'on peut désormais connaître. Bon, et on s'aperçoit que lorsque ces causes disparaissent progressivement, comme l'ignorance, hein, ou l'impuissance devant la nature, dont la peur qu'on peut avoir devant les cataclysmes naturels, la crainte, etc., on s'aperçoit que progressivement, les religions sont en train de s'effacer. Et je vous renvoie au Monde des religions de ce mois-ci, qui parle de la montée de l'athéisme en France, d'une manière assez étonnante. Bon, alors, en citant différents auteurs, Comte-Sponville en parle, comme Marx, Nietzsche, Freud, qui ont pensé l'origine humaine des religions, hein, et dont la possibilité est dépassée. Mais on laisse ça de côté. C'est surtout l'aspect pratique des religions. Est-ce que tu serais d'accord, quand même, pour affirmer, je dirais expressément ceci, que les religions, quand même, ont eu des effets négatifs dans l'histoire humaine, même si on peut leur attribuer aussi des effets positifs, mais elles se sont fait la guerre mutuellement. On a fait la guerre au nom d'un Dieu, et d'un Dieu différent de celui auquel on faisait la guerre, etc. Le 11 septembre, ça a été aussi fait au nom, hein, d'un Dieu, disons, défini de manière fanatique. Hein. Bon, et puis, par ailleurs, il y a tous les penseurs qui ont montré comment les religions, d'une part, s'opposaient aux sciences. Ça, c'est même pas les penseurs, c'est l'histoire. Hein. Tous les grands acquis scientifiques ont eu comme premier adversaire les religions. Hein. Penser à Galilée, penser à Darwin, etc.
Et deuxièmement, si vous pensez la manière dont quelqu'un comme Marx a pensé le fonctionnement idéologique des religions, elles ont toujours justifié leur rétabli, toujours. Quelqu'un comme Nietzsche vous dirait que les religions, enfin, au nom d'un monde suprasensible, idéal, ont dévalorisé la vie sensible et empêché les hommes de s'épanouir sur Terre. Et troisièmement, quelqu'un comme Freud vous dira que les religions sont des projections de désir dans une représentation imaginaire et qui sont liées à une fixation sur l'enfance. À un moment où l'enfant, si vous voulez, veut voir ses désirs réalisés et du coup, il se réfère à un être suprême et il va rester enfant en tant qu'adulte quand il est croyant. C'est ce qu'on appelle une illusion. Freud a parlé de la religion comme un illusion. Alors, voilà en résumant, qu'est-ce que tu penses de la fonction pratique des religions, indépendamment du fait que par ailleurs elles puissent aussi comporter des éléments de morale, pas d'éthique, mais de morale, qu'un penseur rationaliste peut récupérer à son propre compte. Si je te demande aime ton prochain comme toi-même, ce qui est un propos à la fois tourné vers autrui mais vers soi, alors je peux vous dire, c'est pas masochiste, il faut s'aimer soi-même, mais l'autre aussi, tu me diras oui, je suis d'accord. Donc on peut se définir comme un chrétien pratique dans ce cas-là. Mais ça, c'est un noyau relativement existant, réellement existant. Mais à côté de ça, que de désordre, que de souffrance, que de guerre, au nom des religions. Oui. C'est-à-dire que pour moi, je suis en faveur d'une éducation purement laïque. Cette éducation purement laïque, c'était l'éducation grecque. Parce qu'en Grèce, la religion avait un caractère civique, c'est-à-dire qu'il y avait les dieux de la cité, ils étaient l'objet d'un respect absolu, mais il y avait les classes, dans les classes, les élèves ne recevaient aucun enseignement religieux, aucun. On pouvait les amener en promenade dans les grands temples. On pouvait mettre des figures de Dieu dans les classes, des bustes de Hermès ou d'autres dans les classes. Mais dans l'enseignement, la religion n'intervenait en aucune façon. Or, ce qu'il y a eu par la suite, c'est bien sûr une éducation laïque, mais c'est aussi une éducation religieuse. Or, l'éducation religieuse, c'est évidemment le grand ennemi de la philosophie, puisque dès l'origine, on enseigne aux jeunes catéchumènes, à ceux qui suivent le catéchisme, on leur enseigne la vérité. Donc ensuite, ils n'ont plus du tout envie de la chercher. Or, la philosophie est recherche de la vérité, selon la définition de Descartes. Par conséquent, la différence entre l'éducation religieuse et l'éducation laïque, c'est que l'éducation religieuse, c'est une éducation particulière, puisque les religions sont particulières, puisqu'il y en a d'autres. Il n'y a pas une religion unique. Alors que l'éducation laïque, c'est une éducation universelle. Et de plus, l'éducation religieuse, c'est une éducation globale, qui prend la totalité de la personne. L'éducation laïque vous munit pour la vie, mais vous laisse libre d'être ce que vous êtes. Par conséquent, moi je suis bien sûr fondamentalement ailleurs que dans une éducation religieuse. Mais je n'aime pas, malgré tout, attaquer les croyants parce que ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. D'autre part, alors, en ce qui concerne le christianisme, pour moi, j'ai été formé dans l'éducation chrétienne. Je m'en suis écarté uniquement par l'effort de ma réflexion et la force de ma raison. Et finalement, si je rejette le christianisme, c'est parce que je ne le crois pas vrai.
Je ne le crois pas vrai parce que je crois qu'il s'est trompé sur la nature de l'homme. Je ne crois pas du tout que l'homme soit un être plein de mauvais désirs et je ne crois pas du tout qu'il faille constamment se faire mea culpa, bien que personnellement j'ai fait passablement mea culpa aussi, mais s'attribuer des fautes, surtout qu'on n'a pas commises ou qu'on est obligé d'imaginer ou qu'on se figure. Bien entendu, il faut expliquer l'origine du mal. Mais je crois que c'est une fable de nous raconter cette histoire de Adam qui n'a pas été obéissant à son Seigneur. Tout ça, ce n'est qu'une fable. Il n'y a rien de vrai. Mais alors, quelle est l'origine du mal? Pour moi, je l'ai expliqué dans mon livre La liberté. Je crois que si les humains sont devenus mauvais, c'est par suite d'un accident. Ce n'était pas du tout nécessaire. Ils sont devenus mauvais par suite d'un accident. Ils se sont trouvés sur une planète où il n'y avait pas assez de tout pour tous. Alors certains ont eu de gras pâturages, des terres fertiles, etc. D'autres non. Le résultat, ça a été qu'il y a eu des groupes humains envieux les uns des autres. Et à ce moment-là, si je faisais partie d'un certain groupe humain, j'enviais ceux de notre groupe humain qui donc étaient mon ennemi. Donc la séparation s'est faite entre amis et ennemis et ça a continué. Et alors les choses se sont aggravées lorsque certains de ces humains s'y sont installés là et ils ont dit ça, c'est à moi, c'est ma propriété. Alors là, la propriété s'attribuait une partie de la planète comme étant à soi seul, c'est un scandale. Et c'est le scandale fondamental de toute la réalité. Non, mais moi je partage beaucoup de points de vue de Karl Marx et du grand Lénine. Hein. Bon, mais c'est ma façon de voir à moi. Voilà. Alors, on va peut-être maintenant passer à un dialogue avec vous. Hein. Donc, c'est à vous de prendre la parole. Éventuellement, on peut passer, vous donner un micro, parce que c'est Marcel qui répondra. Sachant que la première question étant la plus difficile, vous commencez par la seconde. Non, mais tout à l'heure, il parlait de la propriété. Qu'est-ce qu'il pense de Proudhon, Marcel Conche? Propriété, c'est le vol. Donc, il a cité Marx et Lénine et Proudhon. Je voudrais savoir son avis sur Proudhon. Alors, question, qu'est-ce que tu penses de Proudhon? Tu as cité Marx et Lénine et Proudhon. Tu demandes à... Oui. Je n'ai pas cité Proudhon parce que j'ai bien lu Marx et Lénine, j'ai lu Le Capital, j'ai lu à peu près les œuvres de Marx, j'ai lu beaucoup de ce qu'a écrit Lénine, tandis que je connais mal Proudhon. Là-dessus, je fais confiance à mon ami Scherer, qui justement est un spécialiste de Proudhon. D'ailleurs, Scherer est du même pays que moi, c'est-à-dire de la Corrèze. Et donc, je ne peux pas me prononcer sur Proudhon. En même temps, Marcel voudrait que parfois je répète les questions qui sont posées. Hein. Bonjour, je voudrais poser deux questions, une sur l'exposé et une un peu plus personnelle. Alors, la première question sur l'exposé porte sur la notion de nature. Est-ce qu'au fond, chez Marcel Conche, la notion de nature, il n'a pas reproduit la notion de Dieu, celui des philosophes, j'entends, quand vous en reprenez toutes les caractéristiques qui sont celles que les philosophes donnaient à Dieu? Ça, c'est la première question, qui lui permettra de préciser la notion de nature. Tu aurais défini la notion de nature dans des termes qui s'appliquent, si tu veux, à Dieu lui-même.
Non, mais Nietzsche l'a dit. Nietzsche l'a dit dans une phrase que je n'ai pas en mémoire. Il a dit, de toute façon, tout commence par l'infini. Alors, c'est vrai que la nature, c'est l'infini, Dieu aussi, c'est l'infini, mais à une différence. C'est que Dieu, l'infini, c'est, comme dit Hegel, un mauvais infini. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est pas tout seul, il y a l'homme aussi. De sorte que c'est un infini limité par l'homme. Donc, ce n'est pas un infini aussi absolu que la nature dont je parle. Par conséquent, je donne quand même l'avantage à la nature, parce que la nature a créé l'homme, mais elle a créé l'homme à l'intérieur d'elle-même. Elle a créé un homme qui est nature. Tandis que Dieu, on ne sait pas pourquoi, il a éprouvé le besoin de créer l'homme en dehors de lui, ce qui assure sa transcendance. Alors, la deuxième question, je la pose plus à l'homme et au romancier. Comment est-ce que je pourrais la formuler? La vie était-elle trop longue? C'est une question que je posais au romancier ou à l'homme, et elle est toute simple, hein, un peu lapidaire, un peu énigmatique. La vie était-elle trop longue? La vie était-elle trop longue? Moi, je pense que la vie a été beaucoup trop longue pour Hitler. Et je pense qu'elle n'a pas été assez longue pour Pasteur et pour d'autres. Pour certains, la vie dure trop longtemps, que ce soit Hitler ou d'autres. Et pour d'autres, elle dure trop peu de temps, comme par exemple Évariste Galois, qui a la bêtise de se faire tuer en duel. Là, je le désapprouve totalement. Alors, en ce qui me concerne, je crois qu'il faut se rendre compte, comme le dit Épicure, que nous ne vivons qu'une fois. Et, dit Épicure, tu n'es pas un être de demain, tu es un être d'aujourd'hui. Le résultat, c'est qu'il faut vivre de la manière la plus conforme à ce qu'il y a de meilleur dans la vie, c'est-à-dire le bien, le beau, le vrai. Je condamne donc toutes les facilités qui consistent à essayer des drogues, à fumer, etc. Et je ne crois pas sincère, une fois que le directeur de l'UR d'art plastique à Paris, j'étais directeur de l'UR de philosophie, il vient me voir, il fumait comme un pompier. Moi je lui dis, écoutez, vous n'avez pas peur de mourir prématurément, parce que vous ne savez peut-être pas, mais celui qui fume mourra d'un cancer. Et il m'a dit, mais ça m'est égal. Ce qui compte est de faire ce que je veux maintenant. Et dès qu'il s'insère, pas du tout, il n'était pas possible qu'il soit sincère. Vous voyez. Parce que ceux qui se laissent aller à fumer ou à des excès de ce genre, eh bien, ils savent qu'ils ont tort. Ils se nuisent à eux-mêmes. Ils donnent un mauvais exemple, ils vivent contre la vie. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, il faut les aider, parce que s'ils ont besoin de se raccrocher à des boissons, quoique des boissons, il y en a quand même, il y a tellement peu d'alcool. Non, mais il faut les aider parce qu'ils ont des problèmes. Alors les personnes qui ont des problèmes et qui se mettent à fumer comme ça toute la journée, il faut les aider. Encore un quart d'heure. Hein. Oui.
sommes peut-être déterminés par des causes que l'on ignore. Dans cette conche, je parlais de personnes qui fumaient, en sachant que ça allait faire mal, et continuent à fumer. Donc il y a peut-être des choses qui nous échappent. Et ces causes-là, on les ignore, ce n'est pas dans notre compréhension. Oui, alors, je vous dis tout de suite, avant de répercuter auprès de Marcel ce qui vient d'être dit, Marcel Conche n'est pas partisan de la psychanalyse. Hein. Donc l'idée qu'il puisse y avoir un déterminisme inconscient qui fait sur l'âge, c'est une grande découverte freudienne selon moi, il la récuse, et je vous le dis aussi pour lui, et alors il va parler tout de suite, et je vous le dis dans son histoire d'amour magnifique qui est arrivée dans la dernière période, il y a la manière dont il en a parlé d'une manière consciente, si vous voulez, hein, dans son ouvrage, Corsica, et il y a la manière dont on peut expliquer les choses en prenant un point de vue externe, hein, qui n'est pas celui d'une description consciente, mais d'une explication par l'inconscient. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire et vous prévenir de la manière dont il va vous répondre. La question est donc, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas des causes qui nous déterminent inconsciemment? Je reconnais l'importance de l'enfance, de ce qu'a été notre enfance sur notre personnalité. Je ne la conteste pas du tout. Vous savez, d'ailleurs, dans de nombreux passages de mon journal étrange, j'ai fait allusion au fait, premièrement, que je n'avais pas connu ma mère, deuxièmement, que mon père, malgré son amour, avait de la peine à réprimer son ressentiment parce que j'étais vivant au lieu de la femme qu'il aimait. Et puis, oui, je reconnais que le comportement de mon père a eu certainement une influence très forte sur ma personnalité. Mais alors le troisième point, c'est qu'on n'aimait pas parler de ma mère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une conspiration du silence. Il paraît que dans le temps, puisque je suis quand même né en 1922, ce qui me renvoie très loin dans le passé, eh bien, on ne parlait pas de ces choses, de sorte qu'on peut parler de ma mère. Tout cela pour dire que certainement ma personnalité a été marquée par tout cela, et puis aussi le fait que j'ai vécu, enfin mon enfance, mon adolescence, chez un petit cultivateur où j'ai passé beaucoup de temps à travailler dans les champs et à respirer cet air d'humilité qu'on a chez les paysans, que je sentais très fort chez mon père. Parce que mon père, pourtant, il valait beaucoup mieux que beaucoup de bourgeois, mais il avait une sorte de respect pour ceux qui ont de belles maisons, pour les bourgeois, pour ceux qui ont de belles situations, etc. Et ça, j'ai gardé un caractère d'humilité qui souvent m'a distingué, on peut dire, au milieu de l'audace de certains d'autres personnes. Donc je ne conteste pas l'influence, mais il me semble que je puis par moi-même faire, si vous voulez, mon auto-analyse, que je n'ai pas besoin pour cela de Freud, ou bien d'un autre psychanalyste. Je me trompe peut-être. Il est possible, il n'est pas exclu que certains aspects de ma personne m'échappent à moi-même. Ce n'est pas exclu. Il faut dire que durant toute ma vie, je n'ai prêté pratiquement aucune attention à ces problèmes. Non. C'est-à-dire que j'avais d'autres problèmes, je m'intéressais. Je me suis extrêmement peu intéressé à moi-même.
Voilà. Je m'intéressais à Montaigne, à Piron, à Pitu, etc. Mais pas seulement. Alors que j'avais 80 ans passés, que cette nommée Émile, qui est quand même une personne à laquelle je ne donnerai pas la note maximum, est venue me trouver alors que j'habitais à Treffort pour m'entraîner à vivre avec elle en Corse. Après 7 ans de réflexion, je suis quand même allé en Corse. Oui. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai, dans mon journal étrange, c'est vrai, je parle peut-être un peu trop de moi. Peut-être. Mais en définitive, si j'en parle de moi, c'est comme étant un phénomène parmi d'autres. Oui. Alors, simplement, ce que je vais ajouter, c'est une remarque sur la valeur de son journal étrange, qui est vraiment les 5 tomes, si vous voulez. Hein. C'est quelque chose d'assez unique, je crois, dans la littérature française. Hein, je ne connais pas l'équivalent, moi personnellement, je connais des journaux, mais ce type de journal-là, non. Le chef-d'œuvre me paraît quand même Corsica, lisez cela, si vous voulez, et vous lisez chaque soir 2 ou 3 chapitres et vous vous reposez, vous endormez apaisé. Il y a un essai apaisant de la lecture de Marcel Conche. Et une anecdote simplement par rapport à ce qu'il vient de dire Marcel, par rapport à sa position sur la psychanalyse. Quand il a écrit le fondement de la morale, il traite carrément la psychanalyse de fausse science, il a mis la rente en les sciences occultes. Depuis, il a quand même, si vous voulez, évolué. J'ai lu récemment une formule où il disait que la psychanalyse en tant que thérapeutique pouvait marcher pour les malades, mais qu'elle ne s'appliquait pas d'un point de vue explicatif pour le saint. Voilà. Et surtout, alors, une petite anecdote qui va faire sourire Marcel, mais je crois qu'il acceptera que je la révèle. Donc, écrivant sur lui pour le livre avec Marcel Conche sur son expérience amoureuse, il lit mon texte, alors c'est moi qui ai coordonné ensemble des textes, il voulait d'abord lire mon texte pour s'assurer que je marquais bien le fait qu'il n'était pas d'accord avec la psychanalyse. Donc alors moi, c'est indiqué dans l'ouvrage, je te rappelle, bon, et je distingue donc très clairement la manière dont Marcel, comme il a dit très bien, vit consciemment sa propre vie, et est capable d'en parler avec des nuances, des précisions, une fluidité, une clarté absolument extraordinaire. Et le fait qu'il puisse y avoir, en dehors de cette conscience qu'il a de lui-même, comme s'il était un sage absolument maître de lui et de l'univers, hein, le fait qu'il puisse y avoir autre chose. Bon. Et que, dans tout ce qu'il vient de vous dire là, brièvement, le manque de sa mère ait creusé en lui un abîme extraordinaire, et qu'il ait pu être toute sa vie à la recherche d'une femme qui aurait été l'équivalent dans la réalité de la mère qu'il avait perdue. Alors c'était dans mon texte. Bon, Roland Jacquard, mon texte, il voulait écrire aussi là-dessus, et puis il dit, bon, peut-être le livre, moi je passe à autre chose, et donc vous trouverez un dialogue entre Roland Jacquard et Marcel Conche, qui est basant aussi, où ils reviennent tous les deux un peu là-dessus. Le livre paraît, et il relit mon texte, Marcel, et il me téléphone, et il me dit, fais pas quoi? Il me dit, Yvon, je me demande si tu as pas raison sur la psychanalyse. Donc, j'aurais épousé ma mère. Non, c'est-à-dire femme introuvable. Mais justement, elle était introuvable. Justement. C'est-à-dire que, enfin. Moi je dis qu'il n'y a pas d'amour impossible. Marcel il a bien confirmé un propos que je tiens. Il dit femme introuvable. Bon, moi je dis il n'y a pas d'amour impossible, il n'y a qu'un amour de l'impossible. De l'introuvable. Oui. Enfin, moi, j'ai quand même toujours dit que entre tous les choix que j'aurais eus, la philosophie aurait l'avantage. D'ailleurs, c'est pourquoi ma femme se gardait bien de me placer devant pareil choix. Et la philosophie est femme. Elle savait bien que j'aurais préféré la philosophie. Mais, cependant, ma femme était pourtant parfaite, hein, aucun doute. Du reste. On peut s'arrêter là. Une question. On est, vous y avez répondu.
Vous y avez répondu en partie, mais je voulais dire qu'au niveau, au niveau, c'est bon. Au niveau des révolutions telles qu'il en existe en ce moment, on parle beaucoup de valeurs humaines universelles, ce qui rejoint sans doute votre idée de morale. Je ne suis pas philosophe, excusez-moi. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une morale humaine universelle qui rejoindrait la nature humaine universelle? Et pour revenir, alors ça c'est une première question. Et d'autre part, en ce qui concerne la femme, vous dites que la philosophie est femme, mais moi en tant que femme, je suis atterrée de voir combien vos philosophes bien-aimés, athéniens et le reste, ont rejeté toute la question féminine, et pourquoi actuellement les valeurs qui pour moi sont humaines, ne sont ni féminines ni masculines, hein, mais que ces valeurs est rejetées constamment et continuent à le faire, tout ce qui concerne la femme en général. Deux questions. La première question porte sur les valeurs humaines universelles. Sur les valeurs humaines universelles auxquelles tu te réfères. Alors moi je vais simplement indiquer, mais tu peux le rappeler, y a-t-il ou pas des valeurs humaines universelles et une morale universelle, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Et deuxièmement, que penses-tu du fait que les hommes, les philosophes hommes, les philosophes qui est la plupart du temps masculin, que penses-tu du fait que la question féminine n'était pas leur question primordiale? Non seulement, mais non. Mais non seulement elle n'était pas primordiale, mais ils ont méprisé la femme. Ils ont méprisé. Voilà. D'une manière délicate de la La morale des droits de l'homme est un produit de l'histoire. En ce sens, c'est quelque chose qui est relatif à l'histoire humaine. Mais la morale des droits de l'homme, c'est l'absolu pour notre époque. Si vous n'admettez pas cette morale universelle, que direz-vous lorsque Hitler vous dira à Auschwitz, qu'avez-vous à dire? C'est ma morale et vous avez la vôtre. Donc, ou bien vous tombez dans le relativisme moral, chacun a sa morale, notez que chacun a son éthique, c'est-à-dire sa manière de concevoir sa vie. Mais la morale, non, on ne choisit pas sa morale. D'ailleurs, Kant l'a déjà dit. C'est-à-dire que la morale, c'est simplement le fait du respect de tout être humain, de la personne dans tout être humain. Et ce n'est pas du tout quelque chose comme ce qu'on appelle morale chrétienne. Parce que la morale chrétienne dit tu dois aimer ton prochain. Ça va au-delà de la morale. La première chose, c'est qu'on doit respecter tout être humain, y compris son ennemi. Mais quant à aimer son ennemi, peut-être si on est chrétien, mais en tout cas, ce n'est pas du tout obligé pour l'homme ordinaire. Et donc, il n'y a, je pense, aucun doute sur cette question de la morale universelle. Maintenant, pour moi, je me suis placé dans l'hypothèse où quelqu'un nierait qu'il y a une morale universelle. Alors, j'engage le dialogue avec lui et je montre que s'il accepte le dialogue, eh bien, il nie lui-même sa propre position. C'est-à-dire que si Hitler accepte de dialoguer avec un juif, par là même, il nie son racisme, vous voyez, et ainsi de suite. Alors ensuite, en ce qui concerne la femme. D'abord, la femme, qu'est-ce que vous voulez? Elle a l'avantage d'être un être charmant. Certaines femmes trouvent qu'il y a aussi des êtres charmants chez les hommes. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais bon. Alors, soyons sérieux. Si les philosophes ne s'intéressent pas à la question féminine, c'est peut-être qu'il n'y a pas de question. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne saurait faire aucune différence au point de vue du droit, au point de vue de la personne humaine, entre hommes et femmes. Pour moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit. C'est pourquoi, quelquefois, je dis les humains au lieu de dire les hommes, vous voyez, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il est certain que
les femmes sont encore traitées de manière abominable. Bon, mais si vous regardez bien ce qui se passe, vous verrez que derrière cette manière abominable, il y a souvent des religions. Et je ne veux pas du tout ici préciser, mais si vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé récemment en Jordanie, par exemple, en Jordanie, une personne s'est assise à côté une jeune fille s'est assise à côté d'un étudiant qui voulait recopier ses cours. Le frère de cette personne lui a tiré un coup de revolver dans la moelle épinière et maintenant elle est sur un fauteuil roulant. Donc, il y a, je pense qu'en France tout de même, on est bien loin de cette barbarie. Enfin, en tout cas, dans mon village, les femmes font ce qu'elles veulent. Et... Oui, reste quand même, Marcel, la question précise qui t'a été posée, et tout ce que tu dis là est tout à fait exact, mais il y a quand même eu un traitement anti-féminin de la part des philosophes. C'est-à-dire que je ne connais pas, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour aller vite, un seul philosophe qui ait affirmé clairement l'égalité de l'homme et de la femme. Même Spinoza, qui était progressiste, disait que si la femme était l'égale de l'homme, ça se ferait, il y aurait des femmes dans les gouvernements. Voilà dans le propos qu'un homme immensément progressiste par ailleurs tenait, et quelqu'un comme Nietzsche, que tu connaissais très bien, traitait la femme d'une manière absolument scandaleuse. Ça n'empêche pas que par ailleurs un grand philosophe. Mais là, il y avait un blocage. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même de la part des philosophes hommes un mépris à l'égard des femmes. Et là, je rejoins la question. Non, mais moi je ne pense pas que personne aurait contesté l'égalité de l'homme et de la femme. Ah oui, personne. Non, je ne pense pas. Par contre, ce que je voudrais simplement ajouter, moi, c'est que tu l'as dit à ta manière, c'est qu'en matière de discrimination de l'homme à l'égard de la femme, les religions, c'est un peu le bonbon. Oui, il n'y a pas une seule religion, pour regarder les textes. Moi, j'ai eu l'occasion de lire le Coran cet été. Bon, voilà, c'est incontestable que la femme est intérieure à nous. Oui, mais les philosophies classiques aussi, qu'elles soient grecques ou romaines, étaient très aussi hostiles. Parce que le problème quand on parle de morale et de respect envers les autres humains, c'est que la femme ou certains humains ne sont pas considérés vraiment comme des êtres humains. C'était justement le problème d'Hitler qui ne considérait pas les juifs comme des êtres humains à part entière. Et c'est le problème des femmes aussi. Donc c'est pour ça que je parlais de morale universelle, c'est pas si simple que ça. On arrête là et on remercie Marcel Conche.